La raison numéro 4, c'est j'ai parlé d'agriculture, il faut que je parle aussi de l'industrie. Il faut sauver l'industrie française et nos emplois. Je rappelle que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a ce fameux article 63, enfin fameux. C'est moi, je pense que je vais finir par le rendre fameux, parce que comme j'en parle à toutes mes conférences, maintenant, ça commence à faire son petit bonhomme de chemin. Cet article 63 est tout à fait décisif. Cet article 63 dit que dans le cas des dispositions du présent chapitre, donc tout ce qui concerne les mouvements de capitaux et de paiement, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Alors ça nécessite d'y arrêter un instant, parce que évidemment, je sais bien que lire des traités, lire du droit, ça n'est pas facile. C'est fait justement pour que le grand public n'y comprenne pas grand-chose. Mais ça n'est pas si compliqué à comprendre. Regardez avec moi. Toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Restriction de mouvement de capitaux, ça veut dire que si vous avez une entreprise, vous êtes un particulier, vous possédez 1 milliard d'euros, vous voulez construire une usine de fabrication de voitures, vous êtes Peugeot, vous voulez construire une usine de fabrication de voitures en Chine ou en Slovaquie, vous êtes Le Jabi, vous voulez vous voulez déplacer vos ateliers de confection de sous-vêtements féminins au Maroc, eh bien, vous ne pouvez pas en être empêché. C'est ça que ça veut dire. Les restrictions sont interdites. Ils peuvent sortir leur argent pour aller construire les usines. Et non seulement entre les États membres de l'Union européenne, mais aussi entre les États membres et les pays tiers. Vous voyez dans cette formule les pays tiers toute l'arnaque des européistes qui vous disent on va faire une Europe puissance. Si on avait voulu faire une Europe puissance, on n'aurait jamais mis les pays tiers. On aurait dit on va faire entre nous une Europe puissance. On va se délocaliser entre les pays d'Europe. On va maintenir notre savoir-faire. Mais pas du tout, on a mis les pays tiers. Ça veut dire qu'en effet, Peugeot va pouvoir aller investir en Chine. En effet, telle entreprise informatique va pouvoir aller investir à Bangalore, dans le Karnataka, en Inde du Sud. En effet, le Jabi va pouvoir aller investir au Maroc. Et donc, à chaque fois, ça va faire des usines que l'on va fermer en France. C'est ça que ça veut dire. Et je me permets d'insister auprès de vous sur quelque chose dont je découvre que mes compatriotes, finalement, ne le savent pas. C'est d'ailleurs normal qu'ils ne le savent pas, puisque personne ne leur a jamais dit. Comment ça se fait qu'on parle de délocalisation maintenant ? Pourquoi on n'en parlait pas en 1972 ? Pourquoi on n'en parlait pas, même du temps de Mitterrand, du début en 82, on n'en parlait pas ? Alors il s'est passé quoi ? Eh bien ce qui s'est passé, c'est ça. Ça, c'est directement le traité de Maastricht. C'est ça qui s'est passé. Je me permets de souligner ce point. Lorsque, par exemple, en 1975, une entreprise française, imaginons que ça lui ait traversé l'esprit, ça n'était pas la mode de l'époque, mais que ça lui ait traversé l'esprit de dire je vais construire une usine à l'autre bout du monde à des tarifs très, très faibles. Elle n'en avait pas le droit. Elle devait aller demander une autorisation. C'est ce que l'on appelait le contrôle des mouvements de capitaux. Et donc, le président de Peugeot Citroën, ou de Renault, ou de n'importe quoi, ou de Latécoère, ou de Alstom, ou de je sais pas quoi, eh bien, devait prendre sa canne et son chapeau. D'ailleurs, il n'avait en général ni l'un avec simplement un costard-cravate, puis son attaché-caisse. Il devait aller prendre rendez-vous au ministère des Finances et voir la direction du Trésor, et puis voir ensuite éventuellement le cabinet du ministre, en disant j'ai un projet d'investissement pour créer une usine, je sais pas, au Bangladesh, ou bien au Pakistan, au Vietnam, en Chine, en Inde, en Tunisie. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord ? Et à ce moment-là, c'était le ministère des Finances qui, dans sa grande sagesse, disait oui ou non. Alors oui, c'était pas toujours non. Par exemple, Peugeot s'est installé en Iran. Pourquoi les pouvoirs publics avaient donné l'autorisation à Peugeot de s'installer en Iran ? Parce que l'Iran était un marché prometteur, en pleine croissance, et puis parce qu'il s'agissait de fabriquer pour le marché local et qu'il n'y aurait pas de réexportation vers la France. C'était tout bénéfice. Donc ça a été oui. Mais maintenant, ça n'est plus possible. Dans d'autres cas, c'était non. Maintenant, ça n'est plus possible parce qu'il y a non seulement l'article 63, mais il y a l'article également dans cet article 63. Il est précisé d'ailleurs que toutes les restrictions au paiement entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Ça veut dire
Vous ne pouvez pas non plus interdire les versements financiers dans un sens ou dans l'autre, notamment rapatrier les profits et les capitaux. Donc c'est un feu vert aux entreprises pour expatrier leurs usines dans des pays à très bas de coûts de salaire. Mais il y a également l'article 32 qui dit que dans l'exercice de ces missions, il y a la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers afin d'accroître la force compétitive des entreprises et de favoriser une expansion de la consommation dans l'Union. Ça veut dire qu'en matière industrielle, c'est comme l'agriculture. En matière industrielle, on aurait pu avoir des traités qui auraient dit la priorité des priorités, c'est de maintenir l'emploi industriel en zone Europe, c'est de maintenir le savoir-faire industriel, de conserver nos emplois, de favoriser la modernisation de nos outils industriels. Ils auraient pu avoir ça. Là, on aurait pu dire légitimement c'est une Europe puissance. Mais ça n'a pas été fait. Et ça n'a pas été fait pour les raisons que j'ai dites en préambule. C'est que pour que ça aurait pu être fait si tout le monde avait été d'accord. Mais les Anglais n'étaient pas d'accord, les ultralibéraux n'étaient pas d'accord, le Luxembourg qui n'a pas d'industrie et qui est le pays du grand capital, si l'on peut dire, n'était pas d'accord. C'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir ça et qu'on ne pourra jamais avoir ça. Je vous l'ai dit, 1,2 secondes par trillion d'années, la probabilité. C'est justement parce que nous sommes liés à des pays qui n'ont pas ces intérêts-là, puisqu'ils n'ont pas d'industrie, mais que leur intérêt, c'est de maximiser le profit des détenteurs de capitaux, que nous sommes dans cette situation. Et vous voyez bien que là, ce que l'on promeut, c'est de promouvoir les échanges commerciaux. Mais quand on va fabriquer des soutiens-gorge, excusez-moi, mais c'est un cas réel, c'est le cas Le Jabi, des sous-vêtements féminins au Maroc, et qu'on les rapatrie en France, eh bien, on promeut les échanges commerciaux avec les pays tiers. Ça, c'est incontestable. Avant, on n'achetait pas de soutien-gorge au Maroc, maintenant, on en achète. Avant, on n'achetait pas de voitures en Roumanie, maintenant, on en achète. Avant, on n'achetait pas de chaussures fabriquées au Bangladesh, maintenant, on en achète. Donc, on favorise. C'est le point A. Deuxièmement, on accroît la force compétitive des entreprises. Ben oui. En effet, puisque les entreprises, maintenant, peuvent faire travailler à très, très bas coût de salaire des Indiens, des Bangladeshis, parfois des enfants, il faut tenir compte des conditions de salle et des conditions sociales sur place, plutôt que des salariés des Vosges ou du Nord, par exemple, en matière textile. Je pense à ça parce que je pense aux questions textiles. Bon. Donc là, on favorise la force des compétitives des entreprises. Enfin, une expansion de la consommation dans l'Union, bah oui. On propose aux populations dans l'Union européenne des produits, parfois à très bas coût. Je pense par exemple à cette entreprise de textile, de vêtements que vous connaissez tous, enfin en particulier les dames, qui s'appelle Zara. Zara qui a été créée par un Espagnol il y a une trentaine d'années, et qui maintenant devient une des plus grandes entreprises mondiales de textile, et qui, ce monsieur, le fondateur de Zara, est en passe de devenir l'une des 5 plus grandes fortunes mondiales. Alors d'où vient cette fortune et d'où vient la fortune de l'entreprise Zara ? Eh bien, tout simplement parce que cette entreprise fabrique des vêtements, notamment pour femmes, qui sont des vêtements à la mode. Ils ont des chaînes, des flux tendus. Ils n'ont pas de collection, ça change constamment. Il faut acheter, dès qu'il y a une jolie robe qui passe, il faut l'acheter parce qu'on ne la retrouvera pas 3 semaines après. Ce sont des allotements qui sont fabriqués au Bangladesh, en Inde, à des prix inimaginables. Il y a d'ailleurs des mouvements, des manifestations. Il y a des gens qui font la grève de la faim. Il y a eu un incendie au Pakistan dans une usine qui a fait des morts. Tout ça, évidemment, a été caché aux Français, aux Espagnols, aux Japonais, parce que le Zara est partout. Donc, le consommateur est bien content d'acheter chez Zara, effectivement, une petite robe ou un petit t-shirt à un prix assez sympa. Ça, c'est le consommateur, il est content. Le problème, c'est qu'il n'est plus salarié, parce qu'il a perdu son emploi. Donc ces phénomènes dits de mondialisation ont introduit une espèce de schizophrénie chez les peuples, c'est-à-dire que le côté consommateur est content d'acheter chez Zara un truc à bon marché, mais il n'a plus d'argent pour l'acheter, en gros. Parce qu'il n'y a plus de moins en moins d'emplois, et que l'ensemble de la société est en train de verser dans l'appauvrissement généralisé avec son cortège d'augmentation continuelle de violence, de lutte contre la violence, donc de surveillance de la société, donc de plus de violence. Voilà le schéma dans lequel on est lancé, tout ça parce que pour permettre à des consommateurs de s'acheter une petite robe ou un petit t-shirt à prix sympa, mais vous voyez à quel prix ? Au prix de Bangladeshis ou d'Indiens de 15 ans ou 18 ans qui sont payés avec des lance-pierres,
au prix de l'appauvrissement généralisé de régions entières, de la destruction de l'industrie et au prix, bien entendu, d'une augmentation phénoménale de la fortune de quelques-uns, c'est-à-dire le propriétaire de Zara et puis les actionnaires. Alors, par ailleurs, s'ajoute à tout ceci la Banque centrale européenne, l'article 282, qui prévoit que l'objectif principal du système européen de banque centrale, je n'en parle pas, j'en ai longuement parlé hier dans ma conférence sur la tragédie de l'euro, il n'y a pas, je rappelle que la monnaie, l'euro n'est pas une monnaie unique, mais une monnaie commune, donc toutes les banques centrales ont continué d'exister, banque centrale nationale, et donc chaque État conserve sa monnaie nationale, sauf que la monnaie nationale s'appelle l'euro, et que c'est une créance sur la Banque centrale nationale de chacun des pays différents. J'ai expliqué hier longuement en quoi ce système était en train de mener à une explosion générale. Alors, l'objectif du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. C'est tout à fait cohérent avec ce que je disais tout à l'heure sur l'article 123, c'est-à-dire que les concepteurs de tout ceci, ceux qui ont tenu la plume, sont en effet des ultralibéraux, c'est en définitive les représentants des classes les plus favorisées du monde euro-atlantique, c'est-à-dire les gérants de fonds de pension, les grandes fortunes, les grandes banques. C'est une révolution de banquiers, comme nous expliquait Padoa-Schioppa. Donc, l'objectif des gens qui ont de la fortune, c'est la stabilité des prix, parce que rien n'est plus déstabilisateur pour des gens qui ont de l'argent que de voir l'argent se déprécier à toute allure. Donc c'est le seul objectif qui a été fixé. Mais on aurait pu avoir, pour la Banque centrale européenne, et pour le SEBC, et pour l'euro, des objectifs qui eussent été tout à fait différents. Par exemple, le maintien d'un chômage le plus bas possible. Par exemple, le maintien de la préservation de la compétitivité des économies, en se basant sur l'économie, par exemple, la moins compétitive. Le maintien en zone euro du plus grand potentiel possible de savoir-faire industriel. Pas du tout. C'est seulement l'objectif de la lutte contre l'inflation, et on précise bien que la Banque centrale européenne est indépendante des institutions et des gouvernements. Mais comme je le rappelais hier, on n'est jamais indépendant ça n'existe pas, l'indépendance totale n'existe pas. Quand on est bébé, on est dépendant de son papa et de sa maman. Quand on est adolescent aussi, même si ça coûte parfois. Et puis après ça, on est dépendant de sa femme, ou de son mari, ou de son conjoint, de son concubin, ou de ses enfants, ou de ses collègues de travail, ou de ses amis, ou de ses vieux parents. Et puis après ça, on est dépendant de ses enfants, de ses petits-enfants, de sa garde malade. On est toujours dépendant de quoi que ce soit. Donc l'idée qu'une banque centrale européenne soit indépendante, c'est une idée qui n'existe pas. Quand on dit que la Banque centrale européenne est indépendante des gouvernements et des États, ça veut dire qu'elle est indépendante du suffrage universel. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est indépendante d'autres structures. Mario Draghi, l'actuel président de la BCE, était l'ancien vice-président Europe de Goldman Sachs. Il connaît tout le monde chez Goldman Sachs. C'est d'ailleurs M. Peter Sutherland, le président de Goldman Sachs International, qui l'a fait promouvoir à la tête de la BCE. Ou M. Mario Draghi, italien. Vous savez que son nom, ça veut dire dragon. Son prédécesseur, c'était Trichet. Bon. Mario Draghi, donc, Mario Draghi, a plus de pouvoir que ce pauvre monsieur Hollande. Sur la France, j'entends. Parce que des décisions que prend monsieur Mario Draghi dépendent notamment le taux de change externe de l'euro, qui va influer directement sur notre emploi et sur le maintien des industries sur le sol national. Voici la comparaison de l'évolution du taux de change de l'euro par rapport au dollar et de l'évolution du commerce extérieur français tout au long des années 2000. Au début de lorsque l'euro a été créé, sous forme de marché d'échange interbancaire en 1999, ça valait 1 euro égale 1,18 $. Ensuite, il a dégringolé au long de l'année 2000 et 2001 pour tomber à 0,85 $. Il est arrivé dans vos poches le 1er janvier, dans les miennes, le 1er janvier 2002. À cette époque, il valait moins de 1 $. Il valait 0,9 $. Depuis lors, il a augmenté de façon considérable, puisque en fait, c'est la variable d'ajustement mondial principale du déficit de la balance des paiements courants américaine, jusqu'au mois de juin 2008, où il a atteint 1,60 $. Et depuis, il a fait du yo-yo, il est retombé à peu près aux alentours ces jours-ci de 1,25, 1,27, 1,30. Bon.
Au passage, je dis, comme je l'ai déjà expliqué hier, que depuis 2008, l'euro par rapport au dollar a perdu 25% de sa valeur. On n'en a pas fait un fromage. Je dis ça pour les gens que vous connaissez dans votre entourage qui vous disent « Mais si jamais on sortait de l'euro, vous vous rendez compte, le franc perdrait 20%. » Je leur dis « Figurez-vous, ça s'est passé, perdu 25%, ça vous a fait ni chaud ni froid. Hein, c'était du temps de l'euro. » Passons. Maintenant, vous avez ici la courbe de l'évolution de notre commerce extérieur de la France. En bleu, c'est les exportations. En rouge, ce sont les importations. Et vous voyez que nous avons une période ici où on avait à peu près identité entre export et import, c'est-à-dire que, en gros, notre commerce extérieur est équilibré. Donc, en gros, ça veut dire que nous sommes compétitifs par rapport à l'économie mondiale. Et puis vous voyez ici une augmentation colossale des importations et une augmentation nettement moindre des exportations. Ça veut dire que notre solde commercial devient abyssal, le déficit devient énorme. Énorme. On a signé en 2011 le plus gros déficit commercial de l'histoire de France depuis Vercingétorix. Et en 2012, Madame la ministre du Commerce extérieur, son nom m'échappe pourtant actuel. Bon, enfin bref, qui s'est glorifiée il y a quelques semaines, Madame Nicole Bricq. Elle n'en casse pas beaucoup d'ailleurs. Hein. Madame Nicole Bricq, qui est ministre du Commerce extérieur, nous a fait une déclaration hallucinante en disant, parce que le commerce extérieur, elle a poussé un cocorico, parce qu'on avait dégagé, je crois, 65 milliards d'euros de déficit commercial. Ce qui témoignait d'une embellie. L'embellie, on se moque de qui? C'était le deuxième déficit commercial le plus important de notre histoire. Ces déficits commerciaux s'expliquent très clairement par l'évolution du taux de change. Parce que si vous regardez bien, je ne sais pas si vous êtes familier de ce genre de choses, mais la période ici, pendant laquelle l'euro était en dessous d'1 $, correspond avec le décalage de 9 mois qui est nécessaire pour l'intégration dans les statistiques, les commandes, la livraison, le paiement et l'intégration dans les statistiques douanières. Donc il y a toujours un décalage. C'est justement pendant cette période-là que l'on a eu justement l'équilibre. Ça veut dire que lorsqu'un euro est inférieur ou égal à 1 $, eh bien nos produits se vendent bien dans le monde. Ils sont compétitifs. En revanche, plus l'euro vaut cher et plus nos produits deviennent très très chers et de moins en moins compétitifs par rapport à la concurrence faite en zone dollar. C'est ce qui explique l'augmentation des exportations et l'augmentation donc du déficit commercial. Alors, début avril 2013, le taux de change de l'euro est d'environ 1 € pour 1,30 $. Le taux de change de compétitivité, je viens de vous le montrer, est de l'ordre de 1 € égale 1 $. Ça veut donc dire que l'euro est encore environ 30% trop cher pour l'économie française. Les gens qui vous disent « mais si nous sortions de l'euro, le franc perdrait 30%, vous vous rendez compte ?» Je dis hélas, d'ailleurs c'est pas vrai, parce que les études qui ont été faites par Natixis montrent que le franc risquerait de ne baisser que de 2%, ce qui ne résoudrait pas notre problème. Je dis mais ça serait formidable, on récupérerait la compétitivité de l'économie française. On arrêterait d'avoir cette hémorragie quotidienne d'emplois industriels. Hein. Donc en clair, la perte d'une politique monétaire indépendante a fait perdre à la France la maîtrise d'une politique de taux de change externe compatible avec la compétitivité de l'industrie française, qui n'est pas la même que la compétitivité de l'industrie allemande. L'euro cher est en train de mettre à mal l'agriculture et les services français et de détruire l'industrie française. Je ne crois pas avoir mis dans cette conférence les planches que j'expliquais hier pour montrer comment ça fonctionne et pourquoi la France n'est pas dans la même situation que l'Allemagne. C'est un point sur lequel je pourrais revenir dans les questions si vous le souhaitez. En attendant, il n'y a pas qu'Asselineau qui vous dit ça. Monsieur Louis Gallois, président de ADS, dans un entretien du Figaro du 27 mars 2008, il était le président quand même de l'entreprise qui fabriquait notamment Airbus. Bon, il savait quand même de quoi il parlait. En plus, il avait été président de la SNCF. Louis Gallois disait une baisse du dollar de 10 cents, de 10 centimes, fait perdre 1 milliard d'euros à Airbus. Une augmentation, on peut dire, de l'euro par rapport au dollar de 10 centimes fait perdre 1 milliard d'euros à Airbus. L'euro, à son niveau actuel, est en train d'asphyxier une bonne partie de l'industrie européenne en laminant ses marges à l'exportation. Si cela continue, l'industrie européenne fuira l'Europe.
Le Figaro du 27 mars 2008, entretien avec Louis Gallois, allez vérifier si ce que je vous dis est faux. Donc ça veut dire que les très grands patrons étaient le premier à le dire, et le problème c'est que ça a continué. Comme ça continue, eh bien on se délocalise pour aller en zone dollar. On se délocalise d'autant plus, par exemple, pour percer sur le marché chinois, que par ailleurs les Chinois demandent des délocalisations, puisqu'ils font mousser la concurrence entre Boeing et Airbus, puisque la Chine est évidemment l'un des très 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 grands marchés d'achat d'appareils civils au cours des 20 prochaines années. Donc le résultat des courses, c'est qu'à la fois sur la demande des Chinois et à la fois sur les contraintes de l'euro qui rendent les productions industrielles non compétitives en zone euro, eh bien EADS est obligé d'aller se délocaliser en Chine. Et puis il n'y a pas que EADS, je prends cet exemple parmi bien d'autres. Donc le résultat, c'est qu'une partie de la production des Airbus A320 est désormais entièrement effectuée en Chine, dans une usine flambant neuve de la ville de Tianjin. Alors les gens me disent « Oui, mais c'est que du montage, c'est pas encore de la fabrication. » Oui, bien sûr. C'est comme les gens qui me disaient en Alsace il y a 2 jours « Mais non, mais cette région Alsace, ça ne nuit en rien à la souveraineté française. » Pas du tout. Ça, c'est toujours les propos lénifiants pour ne pas vous faire comprendre le processus qui est en cours. Oui, bien sûr, les Chinois ne vont pas sortir un Airbus A380 du jour au lendemain. Ce sont des industries très lourdes. Il faut avoir à la fois du savoir-faire, des ingénieurs, des appareils, tout un outil industriel sur place. Mais la tendance, elle est là et bien là. Ça, c'est l'inauguration donc de cette usine. On a à Tianjin le premier Airbus A320 fabriqué en Chine a été livré à la compagnie chinoise Sichuan Airlines. Et vous savez, c'est une des compagnies régionales. Il y a un certain nombre de compagnies régionales en Chine depuis que le gouvernement chinois a fait éclater le monopole de la compagnie CAC, qui était la compagnie nationale auparavant. Donc, le premier Airbus entièrement monté en Chine, l'Airbus A320, a été livré à la Sichuan Airlines le 23 juin 2009. Ensuite, on sait que, voilà, fin 2009, l'usine chinoise de Tianjin a produit 11 Airbus, 6 A319 et 5 A320. En 2011, l'usine chinoise de Tianjin a produit 48 Airbus par an. Donc on est passé à 1 par semaine. Combien de copies d'Airbus va-t-il y avoir? Que restera-t-il de l'industrie aéronautique française dans 15 ans, en 2025 ou 2030? D'autant plus que ça n'est pas faire offense aux Chinois, que j'aime beaucoup. Je suis souvent allé en Chine, c'est un pays que je connais bien. Mais d'autant plus que les Chinois ont le génie, comme tous les peuples d'Extrême-Orient, de la copie, puisque c'est valorisé dans leur culture. Nous sommes une culture où on dévalorise la copie, on valorise le geste singulier de l'artiste fou. En Chine, pas du tout. En Chine, on valorise la théorie confucéenne, c'est d'apprendre auprès d'un sensei, comme on dit en japonais, d'un professeur. On apprend à écrire pendant des dizaines d'années l'écriture chinoise. Donc, on valorise la copie. Alors, en plus, c'est évidemment dans l'intérêt industriel, mais ça veut bien dire que dans moins de 10 ans, il n'y aura plus 2 fabricants d'avions au monde. Il y aura Boeing, Airbus, et puis il y aura un des principaux nouveaux concurrents, ça sera le fabricant chinois. Et puis comme Boeing est subclaquant avec son affaire de Dreamliner, et puis comme Airbus se délocalise à cause de l'euro, nous sommes en train de tuer Airbus. Alors on présente Airbus comme un grand fleuron de la construction européenne, alors que j'insiste sur le fait que ça n'a rien à voir. Vous savez que Airbus n'a rien à voir avec la construction européenne. Ça a été lancé par Charles de Gaulle, qui justement, comme il refusait l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, avait voulu montrer qu'il n'était pas anti-anglais, et donc avait lancé un processus de coopération industrielle internationale. Donc Airbus, c'est une coopération internationale. On est bien d'accord là-dessus. Vous savez que dans l'Airbus A380, le premier pays fabricant, ce sont les États-Unis d'Amérique, avec 38% de part de marché, de part intégrée dans l'avion. Dans l'Airbus A380, le très grand porteur, toute l'électronique embarquée, plus les trains d'atterrissage, c'est américain. Et puis en plus, toute une grande partie de l'avionique. Donc ça, je l'explique dans une autre de mes conférences. Si demain la France sort de l'Union européenne, elle sera toujours dans Airbus. Ça n'a rien à voir. C'est pas un traité, c'est une coopération internationale. Pareil pour Ariane Espace. Bon, d'ailleurs, il y a beaucoup de pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans Airbus. Même la majorité des pays de l'Union européenne ne mettent pas un clou dans Airbus, un rivet, alors que vous avez dans les Airbus
une coopération très importante avec 10 entreprises japonaises, des entreprises sud-coréennes, singapouriennes, canadiennes, russes, américaines, dans l'Airbus. Bien. Alors, tout ceci mène à quoi? Eh bien, mène à ceci, c'est-à-dire l'effondrement du nombre d'heures travaillées dans l'industrie en France depuis 1997 jusqu'à 2011. C'est un suicide économique silencieux. L'industrie française a perdu un tiers du total des heures travaillées en 15 ans. Je vous parle beaucoup de suicide, mais parce que la France est en train de se suicider. Nous sommes en train d'un pays qui est en train de se suicider. Au sens propre comme au sens figuré. Les agriculteurs se suicident, l'agriculture française dégringole, l'industrie française, regardez cette courbe. Le contraposé de ça, c'est ça. Actuellement, chaque jour, la France perd 4 à 500 emplois. Chaque jour, la France perd une usine. Chaque jour, plus de 1500 Français basculent en dessous du seuil de pauvreté calculé par l'INSEE pour l'année 2010. En 2012, je pense qu'on va être plutôt à plus de 2000 Français qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Voici la situation. Une situation qui est calamiteuse, qui dure maintenant depuis 15 ans. En fait, qui est directement corrélée à l'adoption du traité de Maastricht, de l'euro, de la prétendue mondialisation inévitable, c'est-à-dire de la suppression de tous les contrôles aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. Ça en est le fruit direct. Et que font ceux qui sont à l'origine de ça? Ils continuent à plastronner dans les médias, les Jacques Attali, les Jacques Delors, sont en train de nous dire ce qu'il faut faire maintenant, alors que tout ce qu'ils ont dit s'est traduit par une catastrophe, ayant été mise en pratique. Nous avons j'allais dire un gros mot, nous avons des clowns comme M. Montebourg, qui se fait nommer ministre du redressement productif. Il a fait quoi pour redresser productivement la France depuis 1 an? Rien, parce qu'il ne peut rien faire. Parce que la clé du problème, c'est l'article 63. Elle est là, la clé du problème. Tant que nous n'aurons pas cassé ce système qui permet aux entreprises de délocaliser tout ce qu'elles veulent et leurs usines, on ne peut pas lutter contre les délocalisations. Sinon, c'est de la fumisterie. Voilà la réalité de la situation. On a certains, d'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui est dans la salle, de nos militants, qui était allé voir Monsieur Mélenchon. Vous voyez qui c'est, Mélenchon? Monsieur Mélenchon, qui a toujours des propos extraordinaires, n'est-ce pas, pour mobiliser le peuple de gauche, les ouvriers, etc. Il est fort en gueule, on peut le dire. Mais il ne parle jamais de ça. Ce sont des formules. Alors on a certains de nos militants qui sont allés le voir, qui ont dit « Monsieur Mélenchon, est-ce que vous pourriez parler de l'article 63 du TFUE ?» Et il a répondu quoi? Ils sont dans la salle. « Camarades, on ne parle pas de ça !» Non, il a dit « Il y a des caméras, on va nous descendre. » On ne parle pas de ça. Il y a des caméras, Voilà. Il y a des caméras, on va nous descendre, on ne parle pas de ça. Ah bon? Mais il sert à quoi, Monsieur Mélenchon? Il sert en fait à drainer sur son nom 10 à 12% des gens pour ensuite, au deuxième tour, aller les faire voter pour M. Hollande, qui est l'artisan même de la catastrophe. C'est comme ça que les choses se passent. Je n'exagère pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent m'écouter, parce qu'ils savent, ils voient que c'est la vérité. Et si vous en doutez, si vous le découvrez, allez voir mes conférences, regardez l'actualité dans 1 mois, dans 2 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, dans 1 an, vous verrez. Et ça va continuer. Tant que les Français ne seront pas sortis de ce cancer, n'auront pas balayé toute cette classe politique qui verrouille indûment tout débat, parce que la moindre des choses, si nous étions en démocratie, c'est que je puisse débattre. À la télévision, à TF1, avec Jacques Attali, ou avec M. Montebourg, ou avec M. Sarkozy, puis que les Français jugent. Non, les Français, à TF1, on leur donne du Koh-Lanta. C'est la raison numéro 4. Si nous voulons sauver nos emplois, sauver l'industrie française, sauver notre savoir-faire industriel, préserver notre niveau de vie, empêcher l'appauvrissement très rapide de la population française, alors il faut que la France sorte de l'euro au plus vite pour récupérer la maîtrise de sa politique monétaire, notamment pour le taux de change externe. Deuxièmement, il faut que la France dénonce juridiquement de nombreux articles des traités européens qui favorisent, qui poussent,
qui donne un dynamisme phénoménal à toutes les délocalisations, c'est-à-dire les articles 32, 63, 282 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces traités dont M. Mélenchon ne veut pas parler parce qu'il a peur des caméras, paraît-il. Mais il n'a pas seulement peur des caméras, il a aussi peur de ses électeurs, puisqu'il ne leur dit dans aucune conférence publique. D'ailleurs, il n'en parle pas non plus dans ses documents électoraux. Et enfin, il appelle à voter pour M. Hollande, qui est justement le partisan de ces traités. J'aurais pu dire la même chose d'ailleurs à droite, hein.